Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 18 mars 2022, au sommaire cette semaine, 6 articles. Retail, l'industrie française retrouve son niveau d'avant-crise, à lire sur French Web. Les distributeurs à l'épreuve de la vente directe, à lire sur e-commercemag.fr. Le Metaverse, nouvel Eldorado du retail, à lire sur acturetail.fr. Le Bon Coin fait des propositions pour favoriser l'économie circulaire, à lire sur bfmtv.com. H&M vend désormais des marques tierces sur certaines de ses plateformes, à lire sur fashionunited.fr. Et enfin, Vestiaire Collective rachète son homologue américain Tradesy, à lire sur usinedigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine et sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message, avec les Digital Doers, vous commencez à le savoir, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter les clients et les prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Enfin, je vous invite à écouter l'interview de la semaine, celle de l'application Jow, J-O-W, qui vous permet de faire vos courses en fonction de vos recettes dans le supermarché de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Retail, l'industrie française retrouve son niveau d'avant-crise, à lire sur frenchweb.fr en date du 16 mars. Les ventes du commerce de détail, en particulier des biens de consommation non alimentaires, ont retrouvé, voire dépassé en deuxième partie d'année 2021, leur niveau de fin 2019, selon la Banque de France, qui a comparé les ventes réalisées lors de ces deux périodes exemptes de mesures de confinement. Si le volume des ventes du commerce de détail sur l'ensemble de 2021 reste inférieur au niveau de 2018, moins 1,2%, la Banque de France note qu'elles sont stables, plus 0,1%, en comparant les seconds semestres 2019 et 2021, période exempte de mesures de confinement. La vente des produits manufacturés non alimentaires sont même en hausse de 2% sur la période 2021 par rapport à 2019. Si la tendance se poursuit, cela signifie que l'impact du Covid-19 sur la vente de produits manufacturés s'efface. Détail auprès de l'AFP, Julien Dumuic, chef de service des enquêtes économiques de conjoncture de la Banque de France. Les 3 périodes de confinement de l'économie décidées par le gouvernement français pour endiguer l'épidémie de Covid-19 en 2020 et 2021 ont à chaque fois pesé sur les ventes au détail en comparaison de leur niveau pré-crise, détaille la Banque de France, mais de moins en moins du fait notamment de l'essor de la vente en ligne et de restrictions de vente moins importantes.
des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs. La Banque de France distingue les ventes de produits alimentaires qui sont restées stables sur la période et pèsent 43% des plus de 500 milliards d'euros que représente le commerce de détail en France, et les ventes de produits manufacturés dont les ventes avaient chuté lors des confinements. Parmi les ventes de produits manufacturés, elle a comparé les ventes des catégories du deuxième semestre 2021 par rapport à 2019. Ce sont les produits en pharmacie qui arrivent largement en tête, plus 16%, devant le matériel de sport, plus 11%, le bricolage et la quincaillerie, plus 9,5%, les jouets, plus 8%, et les cycles et motocycles, plus 7,6%. Ceux qui ont perdu du terrain sont la chaussure, moins 0,8%, la presse et papeterie, moins 8,8%, la parfumerie, hygiène et beauté, moins 10%, l'automobile neuve, moins 16%. Sur cette dernière catégorie, cela tient avant tout à des problèmes d'offres consécutifs aux problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs qui ont limité la production. L'enquête de la Banque de France, qui porte sur 6700 points de vente, ne permet toutefois pas de mesurer pour le moment d'éventuels impacts sur les ventes de détail, des inquiétudes sur le pouvoir d'achat ou l'inflation devenues plus présentes à partir de début 2022. Les distributeurs à l'épreuve de la vente directe, tribune à lire sur e-commercemag.fr en date du 18 mars. Les industriels sont de plus en plus nombreux à expérimenter la vente directe auprès de leur clientèle, car les bénéfices sont nombreux, enrichissement et qualification des data, fidélisation de communautés, autant d'atouts qui valorisent leur marque et pèsent dans les négociations commerciales avec les enseignes de distribution. La vente directe a le vent en poupe auprès des industriels. Ils sont de plus en plus nombreux, en effet, à ne pas vendre uniquement par les enseignes de distribution, alliés historiques, pour s'adresser directement à leurs propres clients. En 2021, les grandes et moyennes surfaces ont vu leur vente de produits de grande consommation et frais libre-service baisser de 2% en volume, selon Nielsen IQ. Le recul des catégories droguerie, parfumerie, hygiène est encore plus fort, à moins 2,9%. La fréquentation des magasins s'érode et la vente directe ou direct to consumer, D2C, y contribue. Interagir avec sa communauté. La démarche consistant à vendre en direct n'est pourtant ni naturelle ni aisée, quels que soient les canaux utilisés, magasins, site e-commerce, pop-up store. Les industriels s'inspirent des marques qui sont parvenues à relever ce défi, notamment les DNVB, parmi les plus grands réussite hexagonale, citons par exemple le slip français, Cézanne ou encore la crème libre. Ce succès s'explique par un positionnement de marque très clair, des interactions continues sur le web et le mobile avec leur communauté et un service client irréprochable. Il faut dire que le D2C devient indispensable pour prendre continuellement le pouls des consommateurs dont les comportements évoluent très rapidement. Grâce au retour et aux recommandations de sa communauté de clients dont sont issus les bêta-testeurs, l'industriel peut faire évoluer ses produits au plus près de leurs besoins. La recherche et l'innovation gagnent ainsi en efficacité et en rapidité. Valoriser la marque. Bonduelle et L'Oréal font partie des pionniers. En 2011, le spécialiste des légumes verts a ouvert un magasin à Villeneuve-d'Ascq avec son drive Bonduelle bienvenue. Chez L'Oréal, le D2C constitue l'un des piliers de la stratégie de la marque, notamment au sein de la division luxe. Les clientes, Lancôme par exemple, achètent sur le site e-commerce. Elles sont identifiées et se voient adresser des offres personnalisées, les invitant notamment à consulter les Beauty Advisors dans les grands magasins. Un Net Promoter Score, un NPS, a été mis en place pour l'ensemble des canaux de distribution afin d'améliorer la notoriété de la marque avec un objectif, développer la fidélité client. Un acheteur fidèle consomme de 20 à 30% de plus qu'un autre. Les produits L'Oréal Paris de la division grand public sont venus en grande distribution, mais également sur Amazon et sur le site e-commerce de la marque. Ferrero, fabricant entre autres les produits aux marques Nutella et Kinder, va ouvrir prochainement un site e-commerce en Italie. Concernant les circuits spécialisés, citons le récent exemple de Royal Canin. Sur le marché très porteur des aliments et accessoires pour chiens et chats, plus 9% en 2021, l'entreprise teste actuellement 2 boutiques à Paris, dont l'atelier félin. Elle a pour vocation de pallier le manque de magasins spécialisés dans les grandes agglomérations. Concrètement, elle propose une recommandation personnalisée réalisée par un vendeur expert, ou si le chien le souhaite, via une application digitale correspondant parfaitement aux besoins de son compagnon à 4 pattes. La fameuse expérience client est au rendez-vous. Position de force. Grâce à ce
Customer Love, ces industriels valorisent les marques bien mieux que le fait un distributeur avec ses MDD. Celles-ci font pâle figure, comme en témoigne leur baisse de chiffre d'affaires de 2,6% sur l'année écoulée. Les industriels se trouvent ainsi en position de force face aux distributeurs lors des négociations commerciales. Ils proposent des produits plus innovants, des marques dans l'air du temps et à forte notoriété. Les enseignes qui se voient ainsi contraintes de proposer dans leurs rayons les produits de ces marques d'industriels devenus encore plus incontournables sont soumis à une guerre de prix et de pression promotionnelle entre elles, au détriment de leur MDD, tandis que les industriels bénéficient à moindre coût de la détention numérique inégalable des magasins sur ces mêmes réseaux de grande distribution. La vente directe a pour conséquence de fragiliser les distributeurs, non en grignotant leur chiffre d'affaires, mais bien en entamant leur marge commerciale. Le métaverse, nouvel Eldorado du retail, tribune d'Oksana Gouliaeva, à lire sur actu-retail.fr en date du 11 mars. Du consommateur à l'avatar, il n'y a qu'un pas que les retailers pourraient se résoudre à franchir. C'est en tout cas la voie proposée par le Metaverse, cet univers virtuel que Mark Zuckerberg érige au rang de successeur de l'Internet mobile actuel. Ralph Lauren et Roblox, Adidas et Coinbase, Yves Rocher et Minecraft, les initiatives de collaboration se multiplient et interroge. Autant de questions abordées par Oksana Gouliaeva, consultante en stratégie marketing dans le domaine de la tech et co-auteur de la révolution des assistants vocaux pour Actu Retail. Pourquoi vous êtes-vous intéressé au Metaverse ? De quoi s'agit-il précisément ? Je m'intéresse à toutes les nouveautés relatives au digital pour essayer de comprendre de quoi il en retourne à l'instant et quelles en sont les potentielles perspectives. Pour l'anecdote, je me souviens avoir échangé avec des spécialistes de la Voice Tech qui me demandaient fin 2020 d'effectuer quelques prédictions. Sans utiliser à l'époque le terme de Metaverse, qui me semblait déjà exagéré, je soulignais le développement des technologies de synthèse vocale pour donner vie aux personnages fictifs et en faire des influenceurs 3.0, les Lil Mekela avancés. En 2021, le mot Metaverse a connu un véritable boom. Il existe en réalité une multitude de définitions avec plusieurs acteurs apportant leur propre vision du phénomène. En changeant de nom pour Meta, Facebook a lancé un véritable pavé dans la mare. L'entreprise voit cela comme une forme de réalité virtuelle destinée à prendre de plus en plus d'ampleur pour finalement concentrer 100% de notre vie. D'autres considèrent le Metaverse comme un pont entre la réalité physique et les mondes digitaux, une sorte d'expérience continue. Plusieurs questions se posent alors, notamment la détermination d'un standard. Facebook donne l'impression de vouloir préempter le concept pour que tout le monde rejoigne sa vision du Metaverse. Il y a aussi un enjeu d'interopérabilité, et l'on comprend que les acteurs du jeu vidéo sont aujourd'hui plus proches que Facebook de ce qu'on peut donner à un Metaverse dans l'esprit de l'opinion. Concrètement, les gens entrent dans un monde et y apportent potentiellement des objets, d'où le lien avec les technologies NFT. On change de monde, puis on y vit en créant des choses à l'intérieur et en interagissant avec d'autres personnes, voire des personnages virtuels. On y gagne de l'argent et on peut acheter des produits, c'est-à-dire les mêmes actions que nous menons dans la vraie vie. Une autre vision du Metaverse est plus orientée vers les applications qui en découlent. Microsoft met en avant une sorte de Metaverse qui nous permet de travailler mieux en étant à distance, mais en nous sentant plus proches des autres membres de notre équipe. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas avec les outils de collaboration de type vidéoconférence que beaucoup de personnes ont découvert il y a 2 ans lors du premier confinement. Donc plusieurs définitions coexistent avec des études et des recherches menées sur le sujet. Pour moi, il s'agit plutôt du lien entre le physique et le réel, sans que l'on sache exactement comment cela va se présenter. Une étude de Morgan Stanley établit que le métaverse pourrait représenter 50 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour les marques d'ici à 2030. Pensez-vous qu'il s'agisse effectivement d'un relais de croissance potentiel pour les retailers ? Il faut d'abord faire la distinction entre le retail food et le non-food. Cela implique 2 approches différentes. Walmart aurait déposé des brevets qui témoigneraient de son intérêt pour le Metaverse, mais cela demeure très hypothétique et il ne faut pas tirer de conclusion en l'absence de déclaration officielle de l'enseigne. D'un autre côté, des marques de luxe se lancent dans des démarches de co-création avec leur communauté. Des marques de mode comme H&M annoncent l'ouverture de leur store dans le Metaverse. Mais il y a encore 3 ou 4 ans, et notamment en Chine, quand arrivaient sur le marché
les casques VR nouvelle génération, on réalisait le même type de prototype ou de POC en réalité virtuelle. Comme toute estimation, les chiffres de Morgan Stanley valent ce qu'ils valent et doivent être appréciés avec prudence. Aujourd'hui, la valeur des NFT, cette technologie permettant d'acquérir des objets virtuels en certifiant leur caractère unique, est plutôt spéculative et irrationnelle. La vente de certains produits complètement dématérialisés à quelques millions de dollars se rapproche de la folie des tulipes en Hollande. Il y a aussi pas mal de manipulations avec la cession de tokens entre personnes qui se connaissent ou impliquant des faux comptes, c'est-à-dire un individu qui consent une vente à lui-même pour atteindre des montants mirobolants. Un manque de transparence subsiste, à l'instar de ce qui entourait la blockchain ou les crypto-monnaies il y a quelques années. Il est trop tôt pour conclure à quoi que ce soit en termes de création véritable de valeur. La création de communautés au travers du metaverse en est en revanche pour sa part bien réelle. Quelles sont les stratégies déployées par les marques pour susciter justement la création de communautés au sein d'un metaverse ? La logique est exactement la même que pour toute autre innovation. Nous sommes à un stade en mode test and learn. Tout ce que l'on voit révèle plutôt de la preuve de concept. Cela permet de faire parler des marques qui se saisissent du sujet du metaverse, notamment dans les domaines du luxe, du sport et du jeu, auprès des populations plus jeunes que la moyenne. Balenciaga a par exemple créé une business unit dédiée à ce phénomène. Dans cette optique test and learn, toutes les collaborations possibles vont être envisagées et vont mobiliser des influenceurs, des chanteurs, des sportifs, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà des communautés. Ce sont ces communautés existantes que l'on engage au travers de tel ou tel objet dans tel ou tel metaverse. Des marques annoncent même la création de produits qui ne seront accessibles qu'aux consommateurs ayant acheté des tokens en amont de leur conception. Cette stratégie de co-création est certainement la plus répandue. Une communauté vote en achetant ou non des tokens pour des baskets qui n'existent pas encore. C'est une mécanique assez classique que l'on rencontrait déjà sur les réseaux sociaux, à l'instar de Glossier qui s'est lancé de cette façon. Une consultante américaine, Katie Heikel, s'est autoproclamée Chief Metaverse Officer. D'un CMO à l'autre, cette appellation pourra-t-elle remplacer celle de Chief Marketing Officer ? Tout est possible. Il existe bien des Chief Remote Officer désormais, mais le Metaverse est en fin de compte le mot qui remplace celui de réalité de virtuel dans beaucoup de contextes. Je pense que nous assistons pour le moment plutôt à une course au buzz et à la captation de l'intérêt des médias, l'objectif étant d'associer sa marque à une image d'avant-garde, d'innovation et proche de la génération Z. Établissez-vous des ponts entre la révolution des assistants vocaux, à laquelle vous avez consacré un livre, et ce phénomène émergent du métaverse. Oui, puisque parmi les angles morts du métaverse se pose la question de l'engagement par d'autres sens que l'aspect visuel. Tout se passe essentiellement à l'heure actuelle autour de la qualité, de la créativité de l'image, voire du réalisme des mouvements. L'accent est moins porté sur la partie audio de cet univers, ce qui est intéressant quand on compare les deux interfaces graphiques et vocales et que la seconde ne parle pas au rationnel. Elle convoque la partie limbique du cerveau qui est le champ de l'émotionnel. L'image au contraire doit être interprétée de façon rationnelle par le cerveau. Une voix bien choisie et le son en général, pensez au branding sonore de certaines marques, permet de mobiliser une communauté à un niveau infiniment plus engageant. Il est nécessaire d'insister davantage sur ce point dans la conception du ou des métaverses à venir. Le Bon Coin fait des propositions pour favoriser l'économie circulaire, à lire sur bfmtv.com, en date du 16 mars. Invité de BFM Business, Antoine Joutot, directeur général de la plateforme, interpelle les candidats à l'élection présidentielle sur cette thématique cruciale. Le Bon Coin entend jouer le rôle d'aiguillon pour favoriser et développer l'économie circulaire en France. Celui qui est le spécialiste de la seconde main en ligne, 29 millions d'utilisateurs par mois, souhaite susciter le débat en interpellant notamment les candidats à l'élection présidentielle. Nous devons prendre la parole, susciter le débat, c'est une obligation car nous allons être confrontés à une crise écologique majeure. Il faut transformer notre façon de consommer, plaide Antoine Joutot, directeur général de la plateforme, sur le plateau de Good Morning Business ce mardi. TVA à 5,5. Le responsable regrette que ce thème soit absent de la campagne et qu'il n'y ait pas d'organisation complète sur le sujet. L'écosystème doit se mettre en route. Le Bon Coin fait donc des propositions pour doper ce marché
TVA à 5,5 sur les objets de seconde main, crédit d'impôt pour les entreprises du secteur, aide à l'embauche de 500 €, chèque de 100 € par an dédié à l'occasion pour les foyers ou encore la création d'un fonds d'investissement public dans le recyclage. Le géant français assure qu'il ne fait pas ses propositions pour lui mais pour déclencher un mouvement sur le sujet, une étincelle, assure Antoine Joutot. C'est un sujet de pouvoir d'achat mais aussi un sujet de transformation de la consommation. H&M vend désormais des marques tierces sur certaines de ses plateformes, à lire sur fashionunited.fr en date du 18 mars. Le géant de la fast fashion H&M a commencé à distribuer des marques tierces sur certains de ses sites web, une fonctionnalité qu'il cherchait à développer. En commençant par la Suède et l'Allemagne, H&M prendrait des mesures pour s'attaquer à d'autres marketplaces de la mode comme Azos et Zalando selon Reuters. Alors que d'autres noms du groupe H&M comme Arket vendent déjà des marques tierces, l'enseigne H&M ne vendait jusqu'à présent que des produits de beauté issus d'autres marques que la sienne. Dans une déclaration reprise par Reuters, un porte-parole de la société a déclaré « Les clients peuvent désormais faire leur achat auprès d'un plus grand nombre de marques de la famille du groupe H&M, ainsi qu'auprès d'une sélection choisie d'autres marques de mode telles que Lee, Wrangler et Kangol, entre autres ». Le porte-parole a ajouté que le concept a été lancé en Allemagne en mars et qu'il continuera à se développer sur d'autres marchés au fil du temps. Il a également précisé que le magasin suédois de H&M avait lancé son offre de vêtements d'occasion. Vestiaire Collective rachète son homologue américain Tredsy, à lire sur usinedigital.fr en date du 16 mars. La place de marché de mode Vestiaire Collective, concurrente de Vinted sur les produits d'occasion haut de gamme, a racheté son homologue californien Tredsy. Il s'agit de la première acquisition pour Vestiaire Collective qui a de quoi faire des emplettes grâce à ses deux levées de fonds de 178 millions d'euros en mars et en septembre 2021. Les deux entreprises ont été créées en 2009. Vestiaire Collective revendique 16 millions de membres et Tredsy 7 millions. La fusion des deux sites permettra aux vendeurs des deux plateformes d'élargir leur zone de chalandise. Les États-Unis, premier marché de vestiaire collective. La société française, déjà implantée à New York, souhaite se développer aux États-Unis, qui représente désormais son premier marché. Elle compte ouvrir un deuxième centre d'authentification à Los Angeles pour servir ce marché. Les centres d'authentification sont une particularité de vestiaire collective. Ce sont des centres logistiques qui réceptionnent les articles envoyés par les vendeurs pour y passer un contrôle qualité avant d'être expédiés aux acheteurs qui ont choisi l'option d'authentification lors de leur achat. En dehors des États-Unis, Vestiaire Collective possède également des bureaux à Hong Kong, Séoul et Singapour, ainsi qu'un centre de R&D à Berlin. Tredsy, de son côté, ne s'est pas développé ailleurs que sur son marché national. Tracy Di Nunzio, fondatrice et CEO de Tredsy, devient responsable des opérations de Vestiaire Collective États-Unis. Les effectifs fusionneront progressivement. Tredsy emploie 140 personnes sur le territoire américain et Vestiaire Collective 25 salariés. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.